Le 1er février 1898, un journaliste du Temps se rend chez Joris Karl Huysmans pour l'interviewer. Promenade et visite. Monsieur Joris Karl Huysmans. L'auteur de la Cathédrale habite un humble logis tout en haut d'une maison de la pieuse rue de Sèvres. Cette maison est contiguë à un ancien couvent de Prémontré. Elle garde elle-même comme une physionomie claustrale qui lui est communiquée par ce voisinage. La cour est triste, l'escalier sévère, abrité par d'épaisses murailles contre les bruits du dehors, éclairé de longues et tristes fenêtres qui y laissent pénétrer une timide lumière. Lorsqu'on a achevé de le gravir, on se sent très loin du monde, et surtout loin de Paris. Au 5e étage s'ouvre une petite porte où la prudence de M. Huysmans a aménagé un judas. Il peut de la sorte s'enquérir de la qualité et des dispositions de ses visiteurs et demeurer sourd aux coups de sonnette importuns. Je me suis présenté chez lui de bon matin et l'ai trouvé tranquillement assis au coin de son feu en société d'un chat magnifique qui est l'ordinaire compagnon de sa solitude. J'avais une grande curiosité de connaître cet écrivain dont les derniers livres ont jeté le trouble dans beaucoup d'âmes et d'apprendre de sa bouche les raisons qui l'avaient déterminé à les écrire. Comment, étant parti du naturalisme, est-il arrivé au mysticisme? Dans quelles circonstances et sous quelles influences s'est accomplie cette surprenante évolution? Enfin, dans quel état de conscience se trouve présentement fixé le romancier d'Arrebourg? Telles étaient, avec quelques autres, les principales questions que j'avais l'intention de lui poser. Il m'a semblé qu'il ne répugnait pas à y répondre. Ceux qui prétendraient juger M. Huysmans d'après ses ouvrages les plus récents se feraient sans doute de lui une fausse image. Il n'a point la mélancolie inquiète de Durtal et il n'est nullement imprégné de l'onction sacerdotale. S'il ressemble à un moine, c'est à ses bons frères capucins que les sculpteurs du Moyen-Âge ont modelé dans le bois des stalles d'église, ou à ceux encore qui servent à mesurer les prévisions du temps et dont le capuchon s'abaisse ou se relève selon que l'atmosphère est ou n'est pas chargée de vapeur. Son regard est vif et un peu narquois. Sa voix au timbre clair n'est pas dénuée de sécheresse. Sa parole dédaigne les hypocrisies. Elle est gauloise, haute en couleur et souvent blagueuse. Rappelez-vous les sarcasmes dont il accable dans un de ses volumes les chantres qui altèrent, par une exécution défectueuse, les sublimités du plein chant. Ceci donne une idée de l'entretien de M. Huysmans qui est tout en saillie et en moquerie. Il porte en lui comme un air d'allégresse cavalière qui déconcerte. Il allie à une piété sincère une singulière indépendance de verbe. Et ce mélange explique qu'il ait froissé tant de gens qu'il ravissait néanmoins et que ses ouvrages très édifiants aient été furieusement attaqués par ceux-là même qui eussent dû les défendre. M. Huysmans m'a parlé sans amertume et à ce qu'il m'a paru, avec un certain plaisir, des colères qu'il a déchaînées. « Je suis religieux », m'a-t-il dit, « mais je ne suis pas clérical. J'ai horreur de la phraséologie béate qui rend si pénible la littérature de séminaire. Je ne recule jamais devant l'épithète qui me paraît nécessaire à traduire ma pensée. Et c'est ce que la presse catholique ne m'a pas pardonné. Elle m'accuse d'être irrespectueux. Il y a entre nous des querelles de mots plutôt que d'idées. Mais sur ce point, je ne suis pas disposé à me convertir. M. Huysmans sourit. Et dans son œil, j'aperçois une lueur d'ironie. Décidément, cet homme n'est pas mûr pour le suprême renoncement. Il aime encore la littérature. Avez-vous reçu une éducation chrétienne? Il m'a conté l'histoire de sa jeunesse et de ses débuts, qui ne fut marquée par aucune circonstance exceptionnelle. Il avait été mis au lycée Saint-Louis, il y acheva paisiblement ses études, il fit à l'âge convenable sa première communion, et il ne se rappelle pas que cet événement l'ait bouleversé outre mesure. Il ne se distinguait de ses camarades ni par l'agitation de son caractère, ni par la précocité de son génie. C'était un garçon aimable et inoffensif. On le crut prédestiné à devenir un bon fonctionnaire, on lui chercha une place dans les bureaux, il entra en 1868 au ministère de l'Intérieur qu'il ne devait plus quitter. Il y émarge encore aujourd'hui. Il est parvenu, après 30 ans de service, à la situation de sous-chef de bureau. Les questions vicinales lui passent par les mains.
Il aurait pu, par un patient effort, conquérir de plus hauts grades administratifs, mais son ambition, dès le premier jour, s'était tournée d'un autre côté. Il était impatient d'écrire. Il se jeta à corps perdu dans le mouvement naturaliste qui excitait alors l'enthousiasme de la jeunesse. Il se lia avec quelques néophytes de l'entourage d'Émile Zola, avec Henri Séhart, Paul Alexis, Léon Hénique, Guy de Maupassant. On se réunit, on mangea ensemble, on théorisa à perte de vue sur l'art. Ces esthètes, de tempéraments divers et qui n'avaient presque pas d'aspiration commune, tombèrent d'accord sur ce point que la vie est un tissu de laideur et d'infamie. Et ils se mirent en posture de le prouver. Ce fut à qui irait le plus loin dans la voie du pessimisme. M. Huysmans s'y enfonça éperdument. Il publia Les Sœurs Vathar, où abondent les tableaux décourageants et d'autres morceaux tout aussi cruels qui parurent dans La République des Lettres, une revue fondée par M. Catulle Mendes, toujours ardent à marcher à l'avant-garde, et dans laquelle l'Assommoir de M. Émile Zola fraternisait avec Les Abeilles de M. Henri Roujon. Je ne tardai pas à reconnaître que le champ du naturalisme était très restreint. Il se limitait à la peinture des 7 péchés capitaux. Quand on avait fini, il fallait recommencer. Besogne fastidieuse. Et puis l'éternel adultère, l'immuable aventure qui sert de pivot au roman contemporain, l'ennuyait. Il se détacha doucement du cénacle. Il composa À rebours, qui ne lui rapporta pas un maravédi, mais qui suscita des discussions bruyantes et plaça son nom en vedette. Il s'en alla en Hollande étudier les vieux maîtres, parmi lesquels il a des aïeux, puisqu'il descend du célèbre Huysmans, qui peignit à Malines, aux environs de 1720, des paysages. Il se prit d'un goût ardent pour l'œuvre picturale des primitifs et pour les anciennes architectures. Il était tout prêt à se passionner sur ces matières lorsque le hasard lui fit rencontrer, au fond d'une bibliothèque, une certaine biographie de Gilles de Retz, qui contenait des particularités intéressantes. Il crut y trouver l'occasion d'une restitution minutieuse. Il creusa son sujet, il se renseigna. Et ses recherches l'amenèrent à de monstrueuses découvertes. Il apprit que des traditions diaboliques qu'il pensait être abolies depuis 500 ans étaient encore observées, et que quelques malheureux continuaient à la veille du XXe siècle d'accomplir les mystérieuses pratiques connues sous le nom de « messe noire ». Il recueillit peu à peu les documents dont il devait tirer un parti si original dans son livre de « Là-bas ». Pendant 1 an, il vécut dans une véritable atmosphère de sorcellerie. Il s'appliqua à faire tourner des tables, à évoquer des fantômes. Il obtint par l'influence d'un médium des mouvements à distance, des apports de fleurs qui traversaient les murailles et tombaient à ses pieds. Et d'ailleurs, il n'accorda qu'une importance relative à ces phénomènes, soit qu'il les considéra comme suspects, soit qu'il leur attribua une origine purement physique. Les révélations de l'abbé Boulan lui parurent plus significatives. Ce prêtre avait l'esprit exalté, mais ce n'était pas un méchant homme. Il était fort instruit sur tout ce qui touche à l'occultisme. Il s'était attiré la haine du chanoine d'Ocre, qui résidait en Belgique, et il pensait que ce chanoine dirigeait contre lui des manœuvres meurtrières d'envoûtement. M. Huysmans l'alla rejoindre à Lyon et reçut en même temps que ses confidences des papiers qu'il a précieusement conservés et qui renferment sur la magie sacrilège des notations d'une terrifiante netteté. Au reste, l'abbé Boulan lui servit de guide et l'amena en des coins de sa ville qu'ignorent généralement les étrangers. Lyon est la patrie des Illuminés. On dirait que les brouillards de la Saône qui enveloppent cette cité la peuplent de chimères. Elle est étonnamment variée et énigmatique. La foi y est fervente, et toutes les hérésies y sont représentées. L'action de « là-bas » se déroule à Paris, mais en réalité, c'est Lyon qui s'y reflète. Vous n'imaginez pas les obsessions que cet ouvrage m'a occasionnées. Tous les fous de France et de Navarre ont assiégé ma porte, et non seulement les fous, mais les demi-fous, qui sont plus dangereux. Un matin, M. Huysmans est dérangé dans son cabinet de la rue des Saussets par un vieillard de mine respectable qui lui tient ce discours. « Je suis le comte de... Je remplis auprès de vous une mission dont vous allez apprécier la délicatesse et qui me cause quelque embarras. La comtesse, ma femme, est une lectrice assidue de vos œuvres. La dernière surtout lui a causé une vive émotion.
Elle m'a chargé de venir vous exprimer ses sympathies et de vous demander si vous ne pourriez pas lui faire voir prochainement une messe noire. Elle est en bas, dans sa voiture, et attend votre réponse. Monsieur Huysmans examina le comte de et s'assura qu'il ne parlait pas ainsi par dérision. Le comte de avait une figure qui respirait l'honnêteté. Il ignorait évidemment le vrai caractère des messes noires et quelles conséquences comporte ce redoutable exercice. Il essaya de les lui indiquer discrètement. « Je ne puis dire, monsieur, s'il est un endroit où l'on célèbre les messes noires. N'y fréquentant pas moi-même, il m'est impossible de vous y conduire. En tout cas, il ne me semble pas que ce soit un lieu convenable pour une femme du monde, et je dois vous prévenir que si madame la comtesse s'y rendait, sa vertu y serait exposée à de sérieux périls. » Le comte de poussa un soupir et ajouta, comme s'il se résignait par avance aux pires éventualités. « Je le sais, monsieur. » Il redoubla de supplications. Monsieur Huysmans lui opposa un refus poli et ferme et se leva pour lui montrer que cette conversation lui pesait. Quand il fut seul, il ouvrit le bottin et y trouva le nom de son visiteur, qui appartenait à la noblesse de France et possédait un hôtel à Paris, dans le faubourg Saint-Germain, et en province, un château féodal. Si, là-bas, a attiré à M. Huysmans des obsessions ridicules, en route lui a valu des centaines de lettres touchantes. Des cœurs meurtris se sont ouverts à lui et l'ont prié de panser leurs plaies. La conversation de Durtal a été contagieuse. Elle a entraîné vers le cloître une foule de vocations encore indécises. L'ordre de la Trappe s'est enrichi, du fait de M. Huysmans, d'un assez grand nombre de pénitents. Ce qu'il raconte de son séjour parmi les trappistes a séduit l'imagination de quelques êtres désabusés qui avaient soif de repos et de silence. Les semaines passées dans le petit couvent du département de la Marne, qu'il a décrit dans « En route » avec un si précieux souci de l'exactitude, lui ont laissé un excellent souvenir. Ce n'est pas que l'existence fût récréative dans ce milieu, ni précisément confortable. M. Huysmans eut le scrupule de se soumettre à la règle. Il se levait à 2 heures du matin pour se rendre à l'office et ne se couchait qu'à 8 heures du soir, la journée finie. Il essaya de partager le régime des moines, mais ses forces le trahirent. Il ne put supporter la soupe à l'eau tiède et les légumes cuits à l'huile sans assaisonnement qui composent leur menu quotidien. Cet horrible mastic lui soulevait l'estomac. Il le remplaça par 3 œufs frais qui suffirent, avec un morceau de pain, à calmer son appétit sans tout à fait le contenter. Il resta, comme on dit vulgairement, sur sa faim. Et cette sobriété lui fut profitable. Il avait la liberté d'errer au travers de la communauté, mais non de converser avec les moines à qui l'usage de la parole est interdit. Il fut très surpris de discerner les marques d'une joie enfantine et sereine sur le visage de ces hommes condamnés aux plus rudes travaux et privés de tous les plaisirs qui rendent au commun des mortels l'existence tolérable. Il exprima son étonnement au supérieur, avec lequel il noua un commerce d'amitié qui n'a cessé depuis 3 ans de devenir plus étroit. Et le père lui dévoila le secret de ce bonheur dont on jouit dans les cloîtres. Il lui conta l'histoire de quelques-uns de ces moines qui étaient allés à Dieu par d'étranges détours. M. Huysmans puisa dans ses conférences familières d'admirables leçons de psychologie. Des impressions pittoresques s'ajoutèrent à ses impressions morales. Des mendiants imploraient parfois l'hospitalité des trappistes. Et quels mendiants! Les plus bizarres qu'il eut l'occasion de remarquer furent 2 adolescents qui vagabondaient de compagnie. Un séminariste dont la soutane pendait en lambeaux et qui avait dû s'enfuir du collège après quelques mauvais coups, et un étudiant en pharmacie, gamin de Paris, hâbleur, bavard, citant Voltaire à tout propos et cependant animé d'une conviction réelle et se confessant avec ardeur. Il s'en allait ainsi de couvent en couvent, sans but, sans projet d'avenir, se fiant pour vivre à la charité divine. Ces cheminots de trappe sont les êtres les plus énigmatiques que j'ai rencontrés. Ils échappent à l'analyse. Le pharmacien, surtout, était prodigieux. J'espère un de ces jours le revoir, mais j'ai grand peur que ce ne soit sur le chemin de la police correctionnelle. En somme, M. Huysmans a éprouvé à la Trappe des jouissances tout à fait rares et telles qu'aucune autre villégiature n'aurait pu les lui procurer. Il n'a eu qu'à se louer de cette sainte maison. Il lui arriva même de mettre à l'épreuve la bienveillance du supérieur. Il était tourmenté par le besoin de fumer.
Il s'en ouvrit timidement au vénérable père, qui lui dit, après avoir médité une minute: « Nous suivons rigoureusement ici la règle de saint Benoît. Or, ce saint, ayant vécu au Xe siècle, n'a pu proscrire le tabac, qui n'a été introduit en Europe que 300 ans après sa mort. Il est donc muet, et pour cause, sur la consommation de cette herbe. Mon cher fils, vous pouvez allumer vos cigarettes. » La préparation de la cathédrale a conduit M. Huysmans dans un autre monastère, dans l'abbaye de Solesmes, qui ne l'a pas accueilli avec moins d'empressement et où il a goûté des satisfactions d'une intellectualité plus raffinée que dans la pauvre trappe d'Igny. Les bénédictins sont des savants remarquables. Ils ont chez eux des trésors. Leur bibliothèque est unique et contient des manuscrits et des livres liturgiques qui n'existent nulle part ailleurs. Ajoutons qu'ils ont une vertu un peu plus humaine et que leur cuisine, sans vous induire en péché de gourmandise, est suffisamment civilisée. Enfin, il est permis de s'entretenir avec eux et l'on en tire un réel profit. Lorsque M. Huysmans y réside, il y occupe une chambrette blanchie à la chaux qui lui plaît infiniment. Il ne se lève qu'à 5 heures du matin et se hâte avec tous les frères vers la chapelle. Nous courons, nous trottons comme des rats dans les allées du jardin. Ses devoirs de piété remplis, il se consacre à son labeur préféré. Il feuillette les parchemins, il examine à la loupe les enluminures. Il déchiffre des textes latins qui présentent de grosses difficultés. Les bénédictins l'aident dans cette besogne à laquelle ils sont dès longtemps rompus. Il y a parmi eux des spécialistes dont l'érudition est miraculeuse. Ils ont sondé les obscurités de la symbolique de l'art du Moyen-Âge. L'un s'occupe des fleurs, un autre des animaux, un autre des odeurs, un autre des pierreries. Chacun a apporté son tribut à M. Huysmans, qui a refondu tous ces matériaux dans son livre. Il y révèle la signification des couleurs employées par les verriers et des pierres précieuses consacrées à la parure du culte. Lorsqu'il est fatigué d'avoir courbé son esprit sur ses recherches, il va jusqu'au couvent voisin, le couvent de Sainte-Cécile, et sollicite de la mère directrice la faveur d'une audience. Cette femme éminente, en qui revivent les lumières des grandes abbesses de la chrétienté, ne se refuse point à ce désir. Elle autorise M. Huysmans à venir tailler une bavette à travers la grille du parloir. Elle ravit le romancier par la sûreté de son jugement, par l'élévation de ses pensées, et le touche par la bonté de son cœur. Elle lui dit, une fois en badinant, « Vous êtes entré dans l'église par le toit. » On ne saurait définir avec plus de grâce, tout ensemble et de justesse, le cas de M. Huysmans. Ce joli mot indique sa transformation et, mieux qu'un long discours, résume sa vie. Nous continuons de philosopher. Les heures s'écoulent, rapides. Je plane avec M. Huysmans dans l'azur des rêves mystiques. Je conçois qu'un lit de vitrail l'intéresse davantage que les débats de la politique. En ce moment, les choses purement humaines m'apparaissent comme à lui, vaines et misérables. Je suis avide de lui arracher de nouvelles indications sur l'existence monastique. Comment expliquez-vous ce phénomène que l'on appelle la vocation religieuse, cette impulsion irrésistible qui entraîne vers le cloître des créatures qui n'ont aucune raison de haïr le monde et qui auraient toute raison de s'y plaire? M. Huysmans devient subitement grave, et c'est d'un ton presque solennel qu'il me répond. Je ne l'explique pas, je le constate. Ce que j'ai vu à Solesmes et surtout à la Trappe m'a confondu. Devant moi, un commerçant de Paris est entré chez les trappistes. Il avait 62 ans. Il était riche et n'avait pas essuyé de catastrophe extraordinaire. Il maria ses 2 filles et résolut d'endosser le froc. Le père directeur le supplia de réfléchir avant d'exécuter son dessein. « Vous n'y résisterez pas. À votre âge, on ne passe pas de l'opulence au dénuement le plus complet. » Il persista. Voilà 2 ans qu'il bêche la terre et s'alimente avec des légumes cuits dans l'huile chaude. Il ne s'est jamais si bien porté. Et son front rayonne de contentement. Emporté par l'ardeur intime d'une conviction que l'on devine très forte, l'auteur de la cathédrale continue. Et les enfants qui se convertissent, n'est-ce point encore plus étonnant? Un fils de famille qui se prive volontairement des dissipations où l'incline la loi naturelle. Une jeune fille qui renonce à se marier et se voue aux occupations les plus répugnantes.
Essayez donc de découvrir la cause déterminante de ces faits. Il n'en est qu'une, la grâce. C'est la seule qui se puisse admettre sans absurdité. Le Seigneur appelle à lui ses élus. L'Esprit du Seigneur souffle où il veut. Une question me brûle les lèvres. A-t-il soufflé sur vous? Monsieur Huysmans reste un instant immobile, puis son visage reprend l'expression railleuse qui lui est habituelle. Et s'abstenant de répondre à mon interrogation, il s'écrie d'un ton dégagé. Je donne dans la cathédrale le sens qu'il convient d'attacher, selon la symbolique, aux pierres, aux fleurs et aux animaux. Je gage que l'hiver prochain, de belles dames se feront fabriquer par leurs joailliers des bijoux pieux, où seront amalgamés l'améthyste, miroir de l'humilité, le béryl, miroir de la science, la chalcédoine, miroir de la charité. Je serai, au bien malgré moi, l'occasion d'une nouvelle forme du snobisme. Pareille mésaventure m'était advenue avec des esseintes. Il paraît que c'est mon lot. Tandis que je prends congé de M. Huysmans et de son chat qui ronronne auprès du foyer, il s'exprime sur le monde parisien avec une verdeur très suggestive. Allons, il le quittera sans regret, si toutefois il le quitte. Du reste, il y est si peu répandu. Il repousse ses avances. Il n'a jamais foulé le tapis d'un salon académique. Moine, il l'est déjà par la simplicité de ses mœurs et par son amour de la retraite. Pour purifier son appartement, il suffirait de le dépouiller de quelques dessins décolletés, de 2 ou 3 forains première manière, d'une douzaine de croquis un peu légers qui portent l'étiquette démodée du naturalisme. Les objets les plus opposés se coudoient en cette cellule qui est une garçonnière. Au mur, des femmes nues. Sur la cheminée, dans un coffret de chêne, un os de Sainte Lidvine, et sur la table, un œuf béni, peinturluré par les chastes nonnes de Sainte-Cécile. D'une part, ce qui rappelle les bas-fonds du vice, et tout à côté, les envolées de la vie spirituelle. Ce sont bien là, en effet, étroitement unis l'un à l'autre, les deux Huysmans. Adolphe Brisson. Rétro News, le site de presse de la BNF.